Bonjour, François Delobier, bienvenue sur Bref de compte, l'espace dédié aux comptes et nouvelles de comptabilité. Le thème du moment s'intitule « Les comptes annuels sociaux, logique de fonctionnement et méthodologie d'élaboration ». Cette notion de comptes sociaux fait référence aux comptes d'une entité juridique disposant d'un numéro sirène propre et se distingue des comptes consolidés qui concernent les groupes de sociétés et qui feront l'objet d'un thème spécifique. L'objectif de cette séquence est de comprendre l'utilité des états financiers et l'articulation qui existe entre eux. Cette séquence étant le point de départ d'une série, il n'y a pas de prérequis pour la visionner. Ce thème se décline en 2 items et se terminera par un point d'étape permettant de synthétiser et de mettre en œuvre les acquis. Le premier item explicitera ce qu'est le bilan d'une entreprise en partant de la notion de patrimoine. Le second présentera l'impact sur le bilan, puis sur le compte de résultat, d'un ensemble d'opérations réalisées par une entreprise fictive au cours de ses 3 premiers mois d'activité. Premier item, du patrimoine au bilan. Cette diapositive se lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'une manière générale, le patrimoine se définit comme étant l'ensemble des biens, droits et obligations d'une personne physique ou morale ayant une valeur financière. Valeur financière positive des biens, des créances et de la trésorerie que l'on peut représenter avec un signe plus. Valeur financière négative des dettes que l'on peut représenter avec un signe moins. Le solde des valeurs positives et négatives constituant le patrimoine peut être représenté avec le symbole égal. Ce qui n'a pas de valeur financière, positive ou négative, n'intervient pas dans notre propos. En faisant pivoter les cubes orange, moins et bleu égal, on obtient 2 séries de cubes juxtaposés dont les hauteurs sont par construction strictement identiques. À gauche, les biens, créances et trésorerie avec un signe plus. À droite, le patrimoine avec le symbole égal et les dettes avec le signe moins. Nous avons ainsi à gauche des biens ou droits que l'on appelle des emplois ou actifs et à droite des obligations que l'on appelle des ressources ou passifs. Ce passif se décompose en 2 parties, le patrimoine qui constitue la richesse de la personne et le passif exigible constitué par ses dettes. Pour une personne physique ou morale, le patrimoine correspond au supplément de l'actif sur le passif exigible. Pour une personne morale, ce patrimoine s'appelle capitaux propres ou actifs nets. Cette diapositive se lit de la droite vers la gauche. Comment se constitue le patrimoine d'une personne physique ? Chaque année civile, horizon retenu pour les déclarations fiscales, le particulier dispose de recettes courantes selon la nature de son activité. Traitement des salaires, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles. Ces recettes permettent de faire face à des dépenses courantes comme le loyer, l'alimentation, les loisirs, les impôts, les remboursements de prêts. Certaines recettes peuvent avoir un caractère exceptionnel, tel un héritage ou des gains en jeu. Ces recettes et dépenses courantes constituent respectivement des ressources et des emplois pour notre personne physique et transitent toutes par le compte bancaire qui est ainsi le lieu de passage obligé des flux annuels entrants et sortants. Par analogie avec l'entreprise, on pourrait considérer ces recettes comme étant des produits et ces dépenses des charges, ce qui reviendrait à représenter une sorte de compte de résultat de la personne physique pour son exercice comptable, année civile. Ce compte de résultat indiquerait ainsi soit un excédent des recettes sur les dépenses, ce qui constituerait un bénéfice et viendrait augmenter son patrimoine, soit à l'inverse, un excédent des dépenses sur les recettes, ce qui constituerait une perte et viendrait minorer son patrimoine. Il est évident que dans ce dernier cas, ce déficit devra être financé par une ressource interne, imputation sur des excédents antérieurs, ou externe par un découvert bancaire ou un prêt. La personne physique peut aussi réaliser des dépenses d'investissement immobilier ou mobilier, pouvant être partiellement ou totalement financées par des ressources externes, emprunts bancaires ou familiaux. Le montant des investissements net des emprunts contractés pour les réaliser augmentera aussi la valeur du patrimoine. Une personne physique n'a pas l'obligation d'établir un état de son patrimoine sous la forme d'un bilan, ce qui n'est pas le cas d'une personne morale. Par construction, nous l'avons vu, le bilan est équilibré. Par convention, l'actif ou emploi est à gauche et le passif ou ressource,
capitaux propres et dettes, est à droite. Les couleurs verte plus, orange moins et bleu égal ont été ajoutées pour faire référence au cube du départ. En norme française, l'actif est classé de haut en bas par ordre de liquidité croissante, c'est-à-dire que ce qui est à l'actif immobilisé n'est réalisable qu'avec un délai à long ou moyen terme, l'actif circulant l'étant à court terme. Le passif est classé par ordre d'exigibilité croissante, c'est-à-dire que le capital social ne sera théoriquement remboursé aux actionnaires qu'à long terme, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ne le seront qu'à long ou moyen terme, et les dettes fournisseurs, sociales et fiscales, le seront à court terme. En d'autres termes, dans le haut de bilan, on est à long et moyen terme, et dans le bas, à court terme. Le bilan est toujours présenté en comparatif entre l'année courante N et la précédente N-1. Les numéros qui apparaissent dans la colonne dièse correspondent au plan comptable dont nous reparlerons plus tard. À titre d'illustration, voici des emplois et des ressources ventilés respectivement en actifs et passifs. Au niveau des emplois, on retrouve le terrain, le fonds commercial, les constructions, les matériels d'outillage, le matériel de transport, le matériel informatique, le stock de marchandises et la trésorerie. Les ressources qui sont à l'origine de ces emplois sont constituées de l'apport des associés, de l'emprunt bancaire et du crédit accordé par les fournisseurs. En positionnant ces emplois et ressources selon la norme de présentation du bilan, à l'actif par ordre de liquidité croissante et au passif par ordre d'exigibilité croissante, on obtient ce bilan dont actifs et passifs sont égaux. Nous avons vu précédemment que les emplois et les ressources sont des notions que l'on retrouve à la fois au bilan et au compte de résultat. Au bilan, les actifs sont des emplois et les passifs des ressources. Au compte de résultat, les charges sont des emplois et les produits des ressources. Autrement dit, les emplois peuvent être des actifs ou des charges et les ressources des passifs ou des produits. Pour positionner les emplois et ressources soit au bilan soit au compte de résultat, il faut se poser la question de savoir s'ils sont temporaires ou définitifs. La notion de temporaire est liée au bilan et suppose que l'emploi ou la ressource concernée aura tôt ou tard vocation à être transformée. Ainsi, une immobilisation pourra être réalisée, un stock cédé ou utilisé, une créance encaissée, la trésorerie utilisée. Les capitaux propres pourront, à un horizon plus ou moins lointain, être répartis aux associés et une dette sera nécessairement remboursée. La notion de définitif est liée au compte de résultat et implique que l'emploi ne pourra plus être transformé. La notion de définitif est liée au compte de résultat et implique que l'emploi ne pourra plus être transformé. Ainsi, le chiffre d'affaires est définitif car on ne pourra pas facturer deux fois une même prestation ou une même marchandise qu'il a déjà été. Les charges comme le loyer ou les salaires sont définitivement attachées à une période antérieure durant laquelle les locaux ont été utilisés et les salariés ont travaillé. Le règlement des loyers et salaires du mois de mars ne rémunère que les prestations réalisées au cours de ce même mois et non pas celles des mois suivants. Second item, d'un bilan à l'autre, le compte de résultat. Au travers d'un exemple simple, nous allons constater l'impact sur le bilan puis sur le compte de résultat d'opérations courantes effectuées par une entreprise fictive. Voici cette entreprise, créée le 1er mars, et qui effectue un certain nombre d'opérations au cours de ce mois. Les deux dernières colonnes de droite indiquent l'impact sur le résultat et sur la trésorerie de ces opérations courantes. Vous pouvez d'ores et déjà constater que résultat et trésorerie ne sont pas impactés par les mêmes opérations. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans le thème traitant de la trésorerie. PV signifie prix de vente et PA prix d'achat. Nous savons d'ores et déjà qu'à fin mars, le résultat sera de 6 000 et la trésorerie de 28 000. Pour des raisons pédagogiques, l'actif est placé au-dessus du passif. Cela ne change en rien à l'égalité entre l'actif et le passif, et les codes couleurs doivent permettre de s'y retrouver facilement. En haut à droite, la mention IP signifie que les stocks sont tenus selon l'inventaire permanent, qui se différencie de l'inventaire intermittent. Cette option a été retenue pour rester dans une optique bilancielle. Cette technique de l'inventaire permanent permet théoriquement à l'entreprise de connaître à tout moment la valeur de ses stocks, tandis que dans le cadre de l'inventaire intermittent,
les stocks ne sont évalués qu'en fin de période. Mais que ce soit dans le cas d'un inventaire permanent ou intermittent, le résultat et la trésorerie finale seront strictement identiques. Du point de vue de l'enregistrement des opérations, il faut nécessairement raisonner en deux étapes. Constater dans un premier temps le ou les flux dits réels, puis, dans un second temps, constater le flux financier, ici mis en couleur verte. Cette distinction des flux est fondamentale pour respecter les dispositions réglementaires, comptables et fiscales. Cela permet d'enregistrer les opérations indépendamment de leur encaissement ou décaissement dans le cadre d'une comptabilité dite d'engagement. Si nous étions dans le cadre d'une comptabilité dite de trésorerie, comme peuvent l'être certaines professions libérales, nous pourrions nous limiter à la seule transcription des flux financiers. Cette distinction flux réel-flux financier permet aussi de fiabiliser ce qu'on appelle le contrôle interne en assurant le principe de la séparation des tâches au sein d'une entité. Pour chacune des opérations du mois de mars, je présenterai d'abord le flux réel, puis le flux financier. Le premier, création de l'entité avec apport des associés pour 50 000. Flux réel, signature des statuts, ce qui a pour effet la constatation de l'apport des associés de 50 000 et de la créance de l'entité vis-à-vis d'eux. Flux financier, versement immédiat du capital de 50 000, ce qui a pour effet d'éteindre la créance de la société vis-à-vis des associés et d'accroître la trésorerie. Le 2, acquisition d'une machine pour 15 000, paiement comptant. Flux réel, livraison de la machine par le fournisseur et facture concomitante de 15 000, ce qui a pour effet la constatation en actif d'une immobilisation financée par un crédit fournisseur, même si le règlement est comptant. Flux financier, règlement immédiat de la facture au fournisseur pour 15 000, ce qui a pour effet d'éteindre la dette et de diminuer la trésorerie. Le 5, achat de marchandises pour 30 000, paiement comptant. Flux réel, livraison des marchandises par le fournisseur et facture concomitante de 30 000, ce qui a pour effet la constatation à l'actif de marchandises en stock, financée par un crédit fournisseur, même si le règlement est comptant. Flux financier, règlement immédiat de la facture au fournisseur pour 30 000, ce qui a pour effet d'éteindre la dette et de diminuer la trésorerie. Le 8, vente de marchandises pour 26 000, dont le prix de revient était de 20 000, règlement comptant. Il y a deux flux réels. Le premier, sortie du stock de 20 000 avec impact sur le résultat correspondant au prix de revient des marchandises cédées, puis, second flux réel, facturation client pour 26 000 avec impact sur le résultat correspondant au chiffre d'affaires et constatation à l'actif d'une créance sur le dit client, même si le règlement se fait comptant. Flux financier, règlement immédiat de la facture par le client pour 26 000, ce qui a pour effet d'éteindre la créance et d'accroître la trésorerie. Il n'y a pas de flux financier relatif à la sortie de stock de 20 000, car celui-ci a eu lieu lors du règlement du fournisseur, auprès de qui les marchandises ont été préalablement acquises. Le 10, paiement du loyer comptant pour 1 200. Flux réel, réception de la facture du fournisseur pour 1 200, avec impact sur le résultat, correspondant à la consommation de la prestation de service loyer et constatation d'une dette fournisseur, même si le règlement est comptant. Flux financier, règlement immédiat de la facture au fournisseur pour 1 200, ce qui a pour effet d'éteindre la dette et de diminuer la trésorerie. 24, vente de marchandises pour 13 000, dont le prix de revient était de 10 000, règlement différé au 5 avril. Il y a deux flux réels. Le premier, sortie du stock de 10 000 avec impact sur le résultat correspondant au prix de revient des marchandises cédées. Puis, second flux réel, facturation client pour 13 000 avec impact sur le résultat correspondant au chiffre d'affaires et constatation d'une créance sur le dit client, ce qui permettra de suivre cette créance, le règlement étant différé au 15 avril. Flux financier, le règlement étant différé, il n'y a pas d'opération financière à constater immédiatement. Il n'y a pas non plus de flux financier relatif à la sortie de stock de 10 000, car celui-ci a eu lieu lors du règlement du fournisseur, auprès de qui les marchandises ont été préalablement acquises. Le 31,
règlement comptant des salaires pour 1800. Flux réel, établissement des bulletins de paye pour 1800 avec impact résultat correspondant à la consommation de la prestation de service salaire et constatation d'une dette vis-à-vis des salariés, même si le règlement est comptant. Flux financier, règlement des salaires, ce qui a pour effet d'éteindre la dette sociale et de diminuer la trésorerie. À l'issue du mois de mars, le bilan présente un total actif et passif de 56 000. Il s'agit du bilan au 31 mars, c'est-à-dire que les montants indiqués résultent des flux depuis l'origine de l'entreprise. On retrouve bien cette notion de patrimoine de l'entité. Le bilan est bien classé à l'actif par ordre de liquidité croissante et au passif par ordre d'exigibilité croissante. Le résultat est de 6 000 et est indiqué au passif car il constitue une ressource pour l'entité. Il convient de noter qu'il figure toujours au passif quel que soit son signe, positif en cas de bénéfice ou négatif en cas de perte. Mais à la seule lecture du bilan, on ne peut que constater le niveau de résultat sans en connaître l'origine. Pour cela, il faut établir le compte de résultat qui permet de constater que ces 6 000 sont la différence entre un chiffre d'affaires de 39 000 et des charges de 33 000, lesquelles sont constituées d'achats vendus ou consommés, j'insiste sur ces termes de vendus ou consommés, de 30 000, des loyers pour 1200 et de salaires pour 1800. Ce résultat de 6 000 inscrit au passif dans les capitaux propres fait partie du patrimoine de l'entité pour qu'il constitue une ressource permettant d'assurer sa pérennité. Les capitaux propres sont de 56 000 et sont représentés par la zone bleue. Comme attendu, la trésorerie est de 28 000 et figure à l'actif. Avril, deuxième période, avec de nouvelles opérations ayant des impacts différents sur le résultat et la trésorerie. Nous savons d'ores et déjà qu'à fin avril, le résultat sera de 10 500 et la trésorerie de 33 000. Le bilan au 1er avril est strictement identique à celui au 31 mars. Pour chacun des flux, je repréciserai en premier lieu le flux réel, puis le flux financier. 3. Achat de marchandises pour 40 000, règlement différé au 22 mai. Le flux réel, livraison des marchandises par le fournisseur et facture concomitante de 40 000, ce qui a pour effet la constatation à l'actif de marchandises en stock, financée par le crédit accordé par le fournisseur à échéance du 22 mai. Flux financier, le règlement étant différé, il n'y a pas d'opération financière à constater immédiatement. Le 5, loyer du mois, réglé comptant pour 1200. Flux réel, réception de la facture du fournisseur pour 1200, avec impact sur le résultat correspondant à la consommation de la prestation de service loyer et constatation d'une dette fournisseur, même si le règlement est comptant. Flux financier, règlement immédiat de la facture au fournisseur pour 1200, ce qui a pour effet d'éteindre la dette et de diminuer la trésorerie. Le 15, encaissement de la vente du 24 mars pour 13 000. Flux réel, il n'y a pas de flux réel, les biens ayant déjà été livrés au client et la créance figurant déjà à l'actif. Flux financier, règlement de la facture de 13 000 par le client, ce qui se traduit par une extinction de cette créance et une augmentation de la trésorerie. 18. Vente de marchandises pour 32 500 dont le prix de revient était de 25 000. Règlement différé au 30 mai. Il y a deux flux réels. Le premier, sortie de stock de 25 000 avec impact sur le résultat correspondant au prix de revient des marchandises cédées. Puis, second flux réel, facturation au client pour 32 500 avec impact sur le résultat correspondant au chiffre d'affaires et constatation d'une créance sur le dit client. Flux financier, le règlement étant différé, il n'y a pas d'opération financière à constater immédiatement. Il n'y a pas de flux financier relatif à la sortie de stock pour 25 000, car celui-ci a eu lieu lors du règlement du fournisseur auprès de qui les marchandises ont été préalablement acquises. Le 20, déblocage d'un emprunt pour 15 000. Flux réel, pas de flux réel à constater car il ne s'agit ici que d'une opération purement financière. Flux financier, signature du contrat de prêt de 15 000 avec l'organisme financier et mise à disposition des fonds sur le compte bancaire de l'entreprise. Le 20, acquisition d'un véhicule de transport pour 20 000,
règlement comptant. Flux réel, livraison du véhicule et réception de la facture de 20 000, ce qui se traduit par la constatation d'un nouvel actif financé par un crédit fournisseur, même si le règlement est comptant. Flux financier, règlement de la facture au fournisseur pour 20 000, ce qui se traduit par la disparition de la dette et une diminution de la trésorerie. Le 31, salaire du mois, règlement comptant pour 1800. Flux réel, établissement des bulletins de paye de 1800 avec impact de résultat correspondant à la consommation de la prestation de service salaire et constatation d'une dette vis-à-vis du salarié, même si le règlement est comptant. Flux financier, règlement des salaires, ce qui a pour effet d'éteindre la dette sociale et de diminuer la trésorerie. Le total du bilan à fin avril est de 115 500 pour 56 000 à fin mars. Nous retrouvons à l'actif une trésorerie de 33 000 et au passif un résultat cumulé, mars plus avril, de 10 500. Comme ce résultat cumulé était de 6 000 à fin mars, le résultat du seul mois d'avril est du montant de la différence, soit 4 500. Le compte de résultat du mois d'avril nous indique que ce résultat est la différence entre un chiffre d'affaires de 32 500 et des charges de 28 000, lesquelles sont constituées d'achats vendus ou consommés. J'insiste encore sur cette notion de vendu ou consommé, de 25 000, de loyer de 1200 et de salaire de 1800. Les capitaux propres sont de 60 500 et sont représentés par la zone bleue. Mais, nouvelle période, avec de nouvelles opérations ayant des impacts différents sur le résultat et la trésorerie. Nous savons d'ores et déjà qu'à fin mai, le résultat sera de 19 300 et la trésorerie de 21 300. PV signifie prix de vente et PA prix d'achat, CAP signifie capital et INT intérêt. Le 3, loyer comptant pour 1200, flux réel, réception de la facture du fournisseur pour 1200 avec impact sur le résultat correspondant à la consommation de la prestation de service loyer et constatation de la dette fournisseur même si le règlement est comptant. Flux financier, règlement immédiat de la facture au fournisseur pour 1200, ce qui a pour effet d'éteindre la dette et de diminuer la trésorerie. Le 5, achat de marchandises pour 35 000, règlement différé au 15 juin. Flux réel, facture de 35 000 lors de la livraison en stock avec pour contrepartie une dette fournisseur dont le règlement est contractuellement différé au 15 juin. Flux financier, le règlement étant différé, il n'y a pas d'opération financière à constater immédiatement. Le 8, vente de marchandises pour 52 000 dont le prix de revient était de 40 000. Règlement différé au 20 juin. Deux flux réels. Le premier, sortie du stock de 40 000 avec impact sur le résultat correspondant au prix de revient des marchandises cédées. Puis, second flux réel, facturation au client pour 52 000 avec impact sur le résultat correspondant au chiffre d'affaires et constatation d'une créance dont l'échéance est au 20 juin. Flux financier. Le règlement étant différé, il n'y a pas d'opération financière à constater immédiatement. Il n'y a pas de flux financier relatif à la sortie de stock de 40 000, car celui-ci a eu lieu lors du règlement du fournisseur auprès de qui les marchandises ont été préalablement acquises. Le 20, remboursement de la première échéance de l'emprunt pour 1100. Flux réel. Il n'y a pas de flux réel car il ne s'agit que d'une opération purement financière. Flux financier, prélèvement de l'annuité de 1100 qui minore la trésorerie et dont la contrepartie est double. Diminution de la dette pour 1000 et une charge d'intérêt pour 100. Les intérêts représentent la rémunération du loyer de la somme empruntée. Le 22, règlement du fournisseur pour l'achat du 3 avril, 40 000. Flux réel, pas de flux réel car la livraison a déjà eu lieu et la dette figure au passif. Flux financier, règlement de la facture au fournisseur de 40 000 qui a pour effet d'éteindre la dette et de minorer la trésorerie. Le 30, encaissement de la vente du 18 avril pour 32 500. Flux réel, pas de flux réel, les biens ayant déjà été livrés au client et la créance est inscrite à l'actif. Flux financier,
règlement de la facture de 32 500 par le client, ce qui a pour effet d'éteindre la créance vis-à-vis du client et de majorer la trésorerie. Le 30, règlement comptant des salaires du mois pour 1900. Flux réel, établissement des bulletins de paye de 1900, avec impact résultat correspondant à la consommation de la prestation de service salaire et constatation d'une dette vis-à-vis des salariés, même si le règlement est comptant. Flux financier, règlement des salaires, ce qui a pour effet d'éteindre la dette sociale et de diminuer la trésorerie. Après toutes ces opérations dites courantes, le bilan au 30 mai présente un total de 118 300 pour 115 500 au 30 avril. Il restera une opération dite d'inventaire au 31 mai. À l'actif, la trésorerie est de 21 300 et au passif, le résultat au 30 mai de 19 300. Ce qui fait par différence avec le résultat au 30 avril, un résultat pour le mois de mai, du moins au 30 mai, de 8 800. Le compte de résultat du mois de mai nous indique que ce résultat est la différence entre un chiffre d'affaires de 52 000 et des charges de 43 200, lesquelles sont constituées d'achats vendus ou consommés, j'insiste encore et toujours sur cette notion de vendu ou consommé, de 40 000, de loyer de 1200, de salaire de 1900 et de frais financiers de 100. Les capitaux propres sont de 69 300 et sont représentés par la zone bleue. Immobilisation et résultats. Lorsqu'une entité effectue une dépense, celle-ci peut avoir trois affectations différentes. Petit a, en charge, c'est-à-dire que cette dépense impacte le résultat dès son enregistrement. Petit b, en stock, le résultat n'étant impacté dans le système de l'inventaire permanent qu'au moment de la sortie du stock, soit pour l'incorporation du produit dans le process de production, soit pour sa vente. Et petit c, en immobilisation, l'impact sur le résultat se faisant au moment de la constatation de ce que l'on appelle l'amortissement. Cette distinction entre charge, stock ou immobilisation revêt une grande importance car elle a un impact direct sur le résultat de l'exercice et donc le résultat fiscal à partir duquel est déterminé l'impôt sur les sociétés. Il convient de préciser que ce n'est pas la nature de tel ou tel bien qu'il met dans telle ou telle catégorie, mais plutôt le type d'activité exercée par l'entité. Par exemple, un vélo sera en stock s'il est destiné à la vente, activité de négoce, ou en immobilisation s'il est destiné à effectuer des livraisons dans le cadre d'une activité de restauration. Hormis l'immobilier dont la valeur s'apprécie en général avec le temps, une immobilisation corporelle perd de la valeur dans la durée. Cette perte de valeur provient non seulement de l'obsolescence, mais aussi de l'usure, qui traduit la consommation des avantages économiques que procure dans le temps cette immobilisation à l'entité. En effet, comme nous le verrons lors d'une prochaine séquence, l'un des critères pour considérer une dépense comme étant à immobiliser est qu'elle soit source de profit futur pour l'entité. C'est la notion d'amortissement qui permet de traduire en résultat cette perte de valeur. Dès son enregistrement comptable, la dépense immobilisée fait l'objet d'un plan d'amortissement préétabli, ce plan étant supposé représenter cette perte de valeur selon la durée réelle, mais néanmoins estimée, d'utilisation du bien dans l'entreprise. Nous verrons dans le thème sur la trésorerie que l'amortissement contribue aussi au renouvellement des immobilisations par l'autofinancement. Dans un premier temps, sans rentrer dans le détail des calculs, supposons que pour la période du 1er mars au 31 mai, l'amortissement soit de 1300 pour les deux immobilisations de l'entité concernée. À l'actif, on va minorer de 1300 la valeur brute de l'immobilisation, ce qui va avoir un impact négatif sur le résultat du fait de la consommation définitive de l'avantage économique estimé au préalable par un plan d'amortissement. La valeur brute est aussi appelée valeur d'origine ou coût historique. Pour ces 3 premiers mois d'activité, l'entité a ainsi un résultat de 18 000 qui correspond à celui constaté au 30 mai, duquel on déduit la dotation aux amortissements de 1300. Dans la présentation normée du bilan, l'actif est présenté sur 3 colonnes et non sur une seule. À gauche, la valeur brute, ou valeur d'origine, ou valeur historique. Au milieu, mais sans signe moins,
le cumul des amortissements pratiqués depuis la mise en service du bien. À droite, différence entre les deux colonnes précédentes, le montant net. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point, mais sachez que dans le bilan, il n'y a jamais de signe moins, à l'exception du résultat qui est au passif, quel que soit son signe, bénéfice, plus ou perte moins. Parfois, un résultat négatif est inscrit entre parenthèses. Comme le bilan est une notion patrimoniale, les amortissements qui y figurent dans la colonne du milieu sont alimentés par les dotations aux amortissements constatées au compte de résultat des exercices comptables du plan d'amortissement. Dans cette présentation sur 3 colonnes, notez bien que l'égalité actif-passif ne peut se faire que sur la colonne du net et non pas celle du brut, car si dans notre exemple on minore l'actif de 1300, on minore le résultat au passif du même montant. Voici le bilan de l'entité au 31 mai et le compte de résultat de ce premier trimestre d'activité. Les montants indiqués dans le compte de résultat sont obtenus par l'addition de ceux des comptes de résultat de chacun des mois de mars, avril et mai. Les produits sont de 123 500 et les charges de 105 500, soit un résultat de 18 000 que l'on retrouve au passif et qui correspond à la différence entre les 18 000 au 31 mai et 0 au 28 février, date à laquelle l'entité n'existait pas. Il y a une logique dans la colonne comparative du bilan et la période retenue du compte de résultat. Par exemple, pour retrouver le résultat du mois d'avril, la colonne N du bilan correspond au 30 avril et la colonne N-1 au 31 mars. Pour retrouver le résultat des 3 premiers mois d'activité, la colonne N du bilan correspond au 31 mai et la colonne N-1 au 28 février. Notez que la trésorerie est toujours de 21 300, car cette nouvelle charge de 1300 ne sera jamais décaissée. On parle alors d'une charge calculée. La présentation du bilan est normée par des dispositions comptables mais aussi fiscales. Les imprimés du bilan à télétransmettre à l'administration fiscale sont présentés sur cette diapositive. La seule différence avec les dispositions comptables est la disparition de la colonne comparative N-1 depuis 2014. La numérotation des imprimés est indiquée en haut, ainsi que le millésime. Ici, il s'agit de l'année 2016. L'actif est le tableau 1 ou 2050, le passif est le tableau 2 ou 2051. Ces imprimés sont téléchargeables sur le site impôts.gouv. Si vous regardez ces imprimés en mode paysage, vous relèverez les grandes rubriques de l'actif, actif immobilisé, se scindant en actifs incorporels, corporels et financiers, actifs circulants et régularisation. Et du passif, capitaux propres, autres fonds propres, provisions pour risques et charges, dettes et régularisation. Niveau d'analyse et affectation du résultat. Pour conclure ce thème, observons la présentation du compte de résultat. Contrairement au bilan, la présentation du compte de résultat que nous avons retenu jusqu'à présent n'est pas celle normée. Le bilan est présenté sous forme de tableau avec l'actif à gauche et le passif à droite. Le compte de résultat est présenté sous forme de liste et indique plusieurs niveaux de résultats intermédiaires avant le résultat net comptable qui est au pied du document. Ces imprimés sont également téléchargeables sur le site impôts.gouv. En dessous du résultat net comptable figurent des détails de rubriques dont le lien est fait par le numéro de renvoi. Ces niveaux intermédiaires de résultats sont petit a, le résultat d'exploitation, différence des produits et charges d'exploitation. Il s'agit ici des produits et charges relatives à l'activité même de l'entité, le chiffre d'affaires, les achats de matières premières, les frais généraux, les salaires et charges, etc. Petit b, le résultat financier, différence entre les produits et les charges financières liées aux opérations de financement. Petit c, l'addition du résultat d'exploitation et du résultat financier donne le résultat courant avant impôt. Petit d, le résultat exceptionnel, différence entre les produits et charges exceptionnelles. Il s'agit ici d'éléments inhabituels, ne relevant pas de l'exploitation normale et peu fréquents. Petit e, la participation des salariés et l'impôt sur les sociétés lorsque l'entité relève de cet impôt. Dans la présentation normée française, les produits et charges sont classés par nature
et non par destination. Les charges de personnel sont par exemple indiquées pour leur montant total et non pas ventilées par destination, c'est-à-dire par fonction identifiée dans l'entreprise. Fonction commerciale, production, administrative. Les imprimés du compte de résultat à télétransmettre à l'administration fiscale sont les tableaux 3 ou 2052 pour la partie résultat courant et 4 ou 2053 pour le reste. Cette diapositive reprend en les synthétisant les différents niveaux de résultats et indique les cases correspondantes des tableaux 2052 et 2053. Il fait le lien avec le passif car le résultat net comptable, tableau 2053 case HN, correspond nécessairement au montant indiqué au passif du bilan, tableau 2051 case DI. En matière comptable, on distingue la comptabilité générale de la comptabilité analytique, bien qu'elle soit concomitante lors de la saisie des écritures comptables. La comptabilité générale est obligatoire et enregistre les produits et charges par nature dans un objectif de publication d'informations financières. La comptabilité analytique est facultative et ventile ses produits et charges par destination. Elle permet ainsi d'analyser plus finement la performance de l'entité au travers de ses différentes activités. Le bilan est présenté avant répartition du résultat de l'exercice clos. L'Assemblée générale doit statuer sur son affectation dans les 6 mois de la clôture de l'exercice comptable. Elle peut décider de l'affecter en réserve et ou en dividende à verser aux actionnaires. La part du résultat qui est affectée en dividende est alors sortie des capitaux propres pour être mise en dette vis-à-vis des actionnaires, ce qui fait que cette distribution minore les capitaux propres puis la trésorerie lors de la mise en paiement de ces dividendes. En revanche, si l'affectation se fait en réserve, cela maintient les capitaux propres à leur niveau avant répartition et n'a pas d'impact sur la trésorerie. Cela permettra à l'entité d'assurer son autofinancement. La décision d'affectation du résultat par l'Assemblée générale est donc guidée par la recherche d'un équilibre entre la juste rémunération des capitaux propres pour les actionnaires et l'autofinancement nécessaire pour financer tout ou partie des investissements requis contribuant à la pérennité de l'entreprise. Un point d'étape pour faire la synthèse de ce thème est tester vos acquis. Le bilan, au travers des capitaux propres, est un indicateur du patrimoine de l'entité. À l'actif, on y retrouve les emplois, classés par ordre de liquidité croissante, au passif les ressources, classées par ordre d'exigibilité croissante. Dans les capitaux propres, le résultat apparaît comme une ressource, positive ou négative, dont le détail est donné par le compte de résultat. Les grands équilibres sont, par construction, actif égale passif, puisque les cubes plus, moins, égal ont été disposés à gauche pour le plus et à droite pour les égal et moins. Résultat bilan égale résultat du compte de résultat. Comme le résultat apparaissant au bilan égale celui du compte de résultat, on peut écrire qu'au bilan, bien moins dette égale résultat, qu'au compte de résultat, produit moins charge égale résultat, ce qui fait qu'en permutant les termes, bien moins dette est égal à produit moins charge, ce qui peut s'écrire aussi, bien plus charge égale dette plus produit. Et donc, que les emplois, que sont les biens et les charges, sont toujours égaux aux ressources, que sont les dettes et les produits. Emploi égale ressources est l'équation fondamentale de la logique des états financiers et donc de la technique comptable. La présentation dite en T est universelle et sert à synthétiser ce qui a été vu supra. Les emplois sont des actifs ou des charges selon qu'ils sont respectivement au bilan temporaire ou au compte de résultat définitif. Les ressources sont des dettes ou des produits selon qu'ils sont respectivement au bilan temporaire ou au compte de résultat définitif. Cette présentation dite en T permettra de faire le lien avec la technique comptable, comme nous le verrons dans une autre séquence. Pour vous familiariser avec les imprimés CERFA, que vous pouvez télécharger sur le site impôts.gouv ou à partir des liens indiqués sur la diapositive, présentez les bilans et comptes de résultats de l'ASAS IDEA au 31 mai. Vous aurez réussi quand actifs et passifs seront égaux à 117 000
et que le résultat du bilan sera égal à celui du compte de résultat, soit 18 000. Sachez cependant que dans l'attente de la séquence sur les stocks, les achats vendus sont à reporter en achat de marchandises pour 105 000 et en variation de stock de marchandises pour moins 10 000. L'addition de ces deux montants faisant bien les 95 000 indiqués sur la ligne achat vendu. C'est la raison pour laquelle j'ai fortement insisté sur cette notion d'achat vendu ou consommé à l'issue de chacun des mois de mars, avril et mai. Et maintenant un truc de comptable. Rien de plus énervant que de ne pas tomber sur les montants attendus, puisque vous savez maintenant qu'actifs et passifs sont égaux, et résultat bilan égale résultat du compte de résultat. La règle dite 1, 2, 3 peut vous sauver. Dans un premier temps, faites la différence entre le montant auquel vous arrivez et celui que vous attendez. Si cette différence divisée par 1 correspond au montant d'un item, c'est que vous avez vraisemblablement omis de l'additionner. Exemple, total actif trouvé égale 95 700, alors que le total du passif est de 117 000. La différence correspond à 21 300 et est exactement le montant de la trésorerie qui n'a pas été additionné. Sinon, divisez cette différence par 2, et si le montant obtenu correspond à la valeur absolue, c'est-à-dire sans le signe d'un item, c'est que vous avez additionné cet item au lieu de le soustraire, ou vice-versa. Exemple, le résultat trouvé au compte de résultat est de moins 2000, alors que celui du passif est de 18 000. L'écart est de 20 000, divisé par 2 donne 10 000, ce qui correspond à la variation de stock qu'on a probablement additionnée aux charges au lieu de la soustraire. Sinon, si cette différence est divisible par 3, c'est que vous avez certainement inversé deux chiffres d'un même montant. Exemple, total actif trouvé égale 118 800, alors que le total du passif est de 117 000. Vous avez un écart de 1800 divisible par 3. La trésorerie a été comptée pour 23 100 au lieu de 21 300. Vous avez permuté le 3 et le 1. Sinon, il vous reste à refaire toutes vos additions, l'idéal étant de cocher chaque montant juste à côté et non pas de le rayer en travers, car sinon, on ne peut plus lire les chiffres. Prenez aussi l'habitude, si vous travaillez sur un tableur, de mettre les montants en format séparateur de milliers avec le même nombre de décimales, en général 0 ou 2, pour rendre plus aisée la lecture des montants. SAS Blue. L'objectif est de présenter un bilan et un compte de résultat. La première étape consiste à identifier les emplois et les ressources, et parmi eux, ceux temporaires et définitifs. Vous pourrez ainsi affecter des items au bilan ou au compte de résultat. Sachez cependant que dans l'attente de la séquence sur les stocks, la variation de stock de matières premières se met dans les charges d'exploitation en faisant stock initial moins stock final. La variation des stocks de produits finis se met dans les produits d'exploitation, précisément production stockée, en faisant l'inverse, soit stock final moins stock initial. Le succès sera là quand actif égale passif est égal à 244 191 et résultat bilan égale résultat du compte de résultat égale 12 022. Et pour terminer, un QCM de 15 questions. Appuyez sur pause pour ne pas passer à la diapositive suivante sur laquelle vous trouverez les réponses. À vous de jouer. Voici les réponses. 1. Vrai, bien que les imprimés fiscaux aient supprimé la colonne N-1. 2. Faux, car les ressources sont des produits ou des passifs. 3. Faux, car les emplois sont des actifs ou des charges et les ressources des passifs ou produits. 4. Faux, car une dépense est soit une charge, soit une immobilisation, soit un stock. 5. Vrai, chacun des niveaux de résultat est indépendant, d'où l'intérêt d'avoir ces niveaux. 6. Faux, car elle figure toujours au passif. 7. Vrai, car il est l'addition du résultat d'exploitation et du résultat financier. 8. Vrai, car dans la mesure où le bilan recense les actifs et passifs à une date donnée, le stock qui y figure est bien le dernier, donc le final. 9. Faux,
car il n'y a aucun signe sur les liasses fiscales, à l'exception du résultat apparaissant au passif, ainsi que des niveaux de résultats et des variations de stock qui apparaissent au compte de résultat. 10. Vrai, car cela consiste à affecter tout ou partie des capitaux propres en dette vis-à-vis des associés, puis à les verser en trésorerie. 11. Faux, car il ne s'agit que d'un transfert de poste à poste du résultat vers les réserves dans les capitaux propres. 12. Faux, car elle apparaît au compte de résultat. Ce sont les amortissements cumulés, somme des dotations aux amortissements annuels, qui apparaissent à l'actif. 13. Faux, car l'actif est classé par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante. 14. Vrai, du fait du mode de classement. 15. Vrai, selon l'équation emploi égale ressources. A bientôt sur Bref de compte, l'espace dédié aux comptes et nouvelles de comptabilité. Contact brefdecompte@laposte.net